Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors quand je vous ai invité, Pierre, j'imaginais qu'on parlerait de l'inflation, de la guerre commerciale déclarée par Trump à la Chine. Et puis non, pour vous, le véritable sujet, la véritable menace pour les marchés potentiels, parce qu'elle n'est pas encore avérée, elle se situe plutôt du côté de la tech américaine. Alors j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. Alors, la première des choses, c'est qu'on ne croit pas aux autres risques que vous évoquez jusque-là. L'inflation, ça fait très longtemps en fait, qu'on en parle. Pour nous, on surestime complètement. En fait, c'est pas un sujet. Disons que si l'inflation était un sujet, ça voudrait dire que le sujet aujourd'hui macroéconomique, ce serait celui d'une surchauffe. Or, on le constate, selon nous, nulle part. On est aux États-Unis plutôt proche d'une fin de cycle que d'un début de cycle. Et en Europe, on va dire, le cycle, on l'a démarré tellement en retard par rapport aux autres qu'on en est au tout début. Et d'ailleurs, il n'y a aucun prémisse en réalité d'inflation sur le vieux continent. Alors, pas de prémisse, vous y allez peut-être un peu fort, parce que dans les enquêtes auprès des chefs d'entreprise américains, on voit qu'ils anticipent des hausses de salaire. Alors, déjà, les enquêtes valent ce qu'elles valent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a trois raisons pour lesquelles on ne croit pas véritablement à une pression inflationniste autre que conjoncturelle. Ça peut arriver à très court terme, mais pas structurelle, pour trois raisons. La première chose, c'est que dans une économie ou dans un pays qui vieillit, concrètement, vous avez un phénomène tout bête qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les gens qui sortent du marché du travail ont souvent des revenus qui sont élevés et sont remplacés par des gens qui ont des revenus qui sont moindres. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas oublier également que la révolution numérique a provoqué quelque chose, à savoir en fait faire tomber les barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de métiers qu'on peut faire d'un point de vue plus artisanal, tout simplement, parce que grâce en fait à l'émergence de beaucoup de nouvelles technologies qui sont accessibles à tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de concurrence sur le marché, notamment le marché du service. On parlait de l'ubérisation, là, Pierre. D'une certaine manière, et donc il y a plutôt une déflation sur les prix de vente, tout simplement parce qu'il y a plus de concurrence. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas au bout de ce phénomène tout de même? Parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse pression déflationniste exercée par justement toutes ces plateformes numériques, digitales, mais on arrive peut-être au bout du bout, non? Alors, troisième point, et ça revient un peu à la question que vous posez actuellement, c'est celle qu'est-ce que c'est nos économies d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est essentiellement des économies de services. Parce qu'on parle beaucoup des ingénieurs de la Silicon Valley. Bien sûr qu'on a des tensions inflationnistes, mais sur des segments de métiers qui sont bien spécifiques. L'ingénieur, c'est clair, dans la Silicon Valley, se paye de plus en plus cher et il est rare. D'ailleurs, il est souvent français. D'ailleurs, Cocorico, et c'est bien de le rappeler. Mais globalement, dans une économie où 80% des emplois sont des emplois de service, on constate quoi? On constate qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation du temps hebdomadaire travaillé aux États-Unis. On tourne toujours autour de 33 heures. Et que le rapport de force, concrètement, certes, il n'y a pas de chômage, mais les emplois non qualifiés, en fait, restent assez nombreux et que le rapport de force n'est pas en faveur des salariés. Bon, alors je veux bien que vous ayez évacué la question des salaires, très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème tout de même du côté de l'offre? Parce que les capacités de production sont pleinement utilisées ou sont pas loin de l'être, et on a un retard énorme en matière d'investissement aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, l'inflation de second tour, elle ne vient pas de là. Quand vous parlez en fait de problèmes de surcapacité de production, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les gens vont être prêts à payer plus cher en fait les prix de vente. Encore une fois, n'oublions pas d'où on vient. C'est-à-dire qu'à ce stade du cycle, n'oublions pas que les dépenses des ménages se sont maintenues à des niveaux très élevés. Pourquoi? Non en raison des salaires, mais en raison de la distribution du crédit. Encore une fois, dans une perspective de légère hausse des taux, comme on l'a vécu depuis le début de l'année, vous pensez que ça va faire augmenter les ventes au détail? On constate l'inverse. Et les observateurs en sont surpris, mais il ne le faut pas. Savoir qu'on constate quoi aujourd'hui? Les chiffres sont un peu de moins bonne qualité aux États-Unis. Tout simplement, c'est l'effet direct de l'augmentation des taux de quasi 1% en 6 mois. Et dans une économie qui tourne beaucoup et beaucoup soutenue via du crédit, lorsque les taux augmentent d'1%, eh bien les ménages ne consomment pas plus, mais un peu moins. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ne sous-estimons pas la sensibilité des agents privés que sont les ménages et les entreprises aux hausses de taux. La bonne nouvelle, c'est que nos banquiers centraux en sont conscients. Et on le voit bien, que ce soit Jérôme Powell d'un côté, et encore plus Mario Draghi, parce que véritablement, ce n'est pas du tout un sujet européen, ont plutôt tendance à ne pas mettre d'huile sur le feu. Et d'ailleurs, cette thématique de la surchauffe, si elle nous a occupé quelques semaines, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est déjà derrière nous. Alors, très bien. L'inflation, vous n'y croyez pas. Ok, vous avez des arguments. Mais toute l'agitation autour des tensions entre la Chine et les États-Unis, la guerre commerciale qui est déclarée, tout ça, est-ce que ça ne peut pas provoquer un impact négatif sur la croissance mondiale et finalement, non pas créer une catastrophe, ce n'est pas l'Armageddon non plus, mais amoindrir les perspectives des bénéficiaires des entreprises à terme?
À terme, sauf que le à terme, il est loin. Je pense que il ne faut pas surestimer son impact, en tout cas à court terme, sur l'économie mondiale en tant que telle, en tant que chiffre réel, puisque déjà les chiffres dont on parle sont des chiffres quasi anecdotiques par rapport au volume de commerce mondial. Et on considère aujourd'hui qu'on est encore un peu dans la posture politique plus que dans la réalité économique. 50-60 milliards. Voilà, en fonction de ce qu'on prend en considération. Mais donc tout ça constitue essentiellement, selon nous, en fait, une posture politique. Pas tellement surprenante quand on voit en fait le programme de Trump initialement. N'oublions pas qu'il y a des élections de mi-mandat qui arrivent d'ici le second semestre. Et grosso modo, il fait ce qu'il dit, il gonfle les bras. N'oublions pas aussi qu'il vient du business et que lorsqu'on vient du business, on sait négocier. Alors c'est vrai que c'est surprenant par rapport à la diplomatie traditionnelle. C'est une forme de négociation, c'est un art de la négociation. Voilà. Alors on verra s'il est efficace, mais on peut considérer que c'est ça. C'est ce qui surprend. Donc sur l'économie réelle, on ne voit pas véritablement d'impact à court terme, sauf s'il y avait vraiment une escalade. Ce qu'on n'envisage pas. Après, sur les marchés financiers, bien sûr que si, ça peut avoir un impact. Vous savez, les marchés financiers, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire. Et si les investisseurs sont pris de stress à cause de ce sujet-là, et c'est un peu ce qui nous occupe depuis quelques jours, oui, bien sûr, ça pourrait amener les marchés vers un sell-off ou vers une baisse des marchés actions. Mais pour nous, elle ne serait qu'anecdotique parce qu'elle ne correspond pas à une réalité économique, en tout cas pas pour le moment. Donc inflation, pas de sujet, guerre commerciale anecdotique, reste la techno américaine. Et en quoi, finalement, ce qui s'y passe aujourd'hui pourrait constituer à terme une menace pour les marchés? Deux choses. Premièrement, il faut faire le constat que la techno, notamment américaine, a été la locomotive des marchés actions américains depuis 2008 et encore plus depuis 2 à 3 ans. C'est presque 20% de la cote américaine. C'est aujourd'hui des indices. Oui, c'est ça. Du S&P 500, on doit tourner entre 18 et 20% selon les niveaux de valorisation de ces secteurs, des entreprises qui le constituent. Donc c'est la locomotive en premier lieu. Et c'est normal, hein, les marchés actions n'auraient pas pu monter sans avoir une histoire à acheter. Et donc ça a été l'histoire qu'on a achetée. À juste titre d'ailleurs. Rappelons que beaucoup de gens vous disent c'est cher. Oui, mais c'est normal que ça soit cher. Parce qu'aujourd'hui, ces acteurs-là ont des taux de croissance phénoménaux. Oui, mais ont surtout un avantage concurrentiel qu'il sera très difficile à déloger à périmètre constant. J'entends par là la maîtrise des nouvelles technologies, parce qu'on parle du secteur technologique. Est-ce que les GAFA, c'est du secteur technologique? Aujourd'hui, c'est une maîtrise des avancées technologiques, mais au service de conglomérats. Quand on analyse les chiffres d'affaires de ces boîtes-là, c'est de la pub, c'est de la distribution pour certains, etc., etc. Donc vous comprenez que aujourd'hui, ça a dépassé le simple stade de la technologie. Et c'est là où on est dans un monde différent des années 2000 et de la bulle sur les valeurs technologiques de l'époque qui correspondait à un mythe, à un rêve. Là, c'est du concret. On a des boîtes qui ont une maîtrise d'un avantage concurrentiel très fort. Et au-delà de ça, on va accumuler des trésors de guerre qui, bon an, mal an, leur donnent les moyens d'étouffer la concurrence à terme. Et donc on est face à l'émergence de conglomérats assis sur des puissances telles que le risque principal, c'est soit l'erreur de gestion, soit l'accident. Facebook, c'est vrai que ce qui a un peu secoué, enfin pas un peu d'ailleurs, ce qui a bien secoué en fait le titre, ça pourrait se produire à d'autres, mais bon là on va dire c'est une erreur individuelle, soit, et c'est là que le risque est peut-être beaucoup plus important et que ces dernières semaines l'ont illustré, un risque réglementaire. Un risque où vous voulez dire que le politique siffle la fin de la récréation et disent finalement, messieurs, vous payez très peu d'impôts, c'est le moment d'en payer pour participer à l'effort commun? Alors, oui, deux choses. Premièrement, il faut avoir en tête que, d'une certaine manière, s'ils gagnent temps, c'est parce que le monde d'avant n'était pas adapté en fait à leur émergence, à l'émergence de ces nouvelles technologies. Et donc, ils en ont bénéficié au premier chef. Et donc, vous savez, c'est comme le dopage et la lutte antidopage. La lutte antidopage, elle a toujours un temps de retard. Et donc, il est sûr et à peu près certain que la réglementation évoluera pour finalement encadrer mieux, en tout cas, ou créer des règles qui soient plus adaptées à ce type de secteur d'activité. C'est le premier point. Alors, la question, c'est quand? Le deuxième point, quand même, il faut le noter, c'est que ces boîtes sont tellement grosses aujourd'hui qu'elles deviennent presque des concurrents sérieux de l'entité publique, des États. On regarde leur puissance de feu, quand on parle de centaines de milliards de trésorerie, voilà, ça donne un temps d'avance, ça donne du crédit. Et ça, historiquement, c'est déjà arrivé d'ailleurs à la fin du 9e avec des conglomérats qui devenaient potentiellement des concurrents de l'entité publique. Et à l'époque, de la même manière, c'est le risque réglementaire le risque même politique qui s'était matérialisé avec un vote. Theodore Roosevelt, on fait un tout petit peu d'histoire, dont le seul programme était celui de « je découperai les gros », parce qu'ils étaient devenus en fait des concurrents sérieux. On n'en est pas là. Simplement, il faut avoir en tête qu'il y a un risque réglementaire, un risque de changement de règles qui pourrait les mettre en difficulté, moins en termes de business, en termes de chiffre d'affaires ou de résultats, parce qu'elles ont tel temps d'avance qu'elles sont en capacité de survivre à ça, qu'en termes de statut sur les marchés financiers. L'histoire serait
toujours belle, mais peut-être un peu moins belle. Et à ce niveau de valorisation-là, ça serait difficile à justifier. Et donc, pour conclure, ce qui est finalement l'origine de... Vu leur poids dans les indices, naturellement, ferait capituler les indices en étant attaquées elles-mêmes. Absolument. Voilà. Et donc, l'Europe, finalement, le danger vient de l'Europe, puisque d'une certaine manière, légitimement probablement d'ailleurs, hein, c'est l'Europe qui émet l'idée en fait, de taxer à hauteur de 3% de chiffre d'affaires en fait, ce type de boîte. Alors, on aurait une correction des indices. Très rapidement, Pierre, tout de même, OK, une correction des indices, dans un premier temps, un marché un peu déprimé, mais on aurait des arbitrages sectoriels forts aussi. Bien sûr. Oui, ça veut dire des réallocations vers d'autres secteurs. On l'avait vu en 2000, tout n'avait pas baissé finalement. Oui, enfin tout de même, hein, du point haut de mars 2000 à mars 2003, il me semble que les indices ont fait moins 56%. Oui, mais tout ce qui a été Polk & Mortar s'est bien comporté après. Après, non mais je suis d'accord, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y aura de la discrimination sectorielle, mais il est difficile d'imaginer un marché qui se tienne si les locomotives calent. Le temps en fait de ces réarbitrages, probablement vous aurez une baisse globale de tous les secteurs d'activité en même temps, et puis ensuite on fera la différence entre les bons dossiers, les bons secteurs, ceux qui en bénéficient, et les moins bons qui en bénéficieront moins. Donc l'arbitrage à l'intérieur des secteurs d'activité, probablement pas dans un premier temps, parce que ça serait quand même remettre en question les fondations sur lesquelles reposent nos allocations d'actifs et nos recommandations depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, ça ne se fait pas en fait du jour au lendemain. On ne fait pas un arbitrage, on va vendre la techno pour acheter des utilities, par exemple. Il faudra du temps par rapport à cela. Et une prise de conscience. Une prise de conscience. Par contre, là où peut-être l'Europe aurait en fait l'opportunité de tirer son épingle du jeu, ça serait de fait, on a moins monté que les États-Unis pour une raison simple, vous l'évoquiez tout à l'heure. Chez eux, la techno, ça pèse 18%, chez nous, ça pèse 8%. Et une des raisons de la sous-performance quand même chronique et structurelle des marchés européens, c'est bien sûr notre prime de risque politique, mais c'est aussi la composition même de nos indices. Et peut-être que cette sous-pondération, ce poids moins important de ce secteur-là, dans ce cadre-là, à ce moment-là, permettra aux indices européens de se comporter un petit peu mieux que leurs homologues américains. Alors Pierre, on arrive vraiment au terme de cette émission. Moi, ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est bon, l'inflation, ce n'est pas un sujet. Pour le moment, les gesticulations trumpiennes procèdent plus de l'art surprenante, mais pas véritablement inquiétante. Voilà, plus de l'art de la négociation sans doute que d'autres choses. La menace, ça pourrait être la techno, mais enfin, une attaque par le législateur de la techno, mais on n'y est pas encore. Donc, si je résume, pour le moment, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter pour les marchés actions. C'est notre point de vue. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'épargne au niveau mondial. Il y a des banques centrales qui, bon an, mal an, sont en train de calmer le jeu et on voit bien que les investisseurs en prennent conscience. Donc on ne va pas demain vers des politiques rigoristes en termes monétaires. Donc beaucoup d'épargne, des politiques monétaires qui restent neutres ou encore relativement accommodantes. Tout ça pose les jalons pour un climat assez favorable aux actifs financiers. Et vu que nous ne souscrivons pas aux sources d'inquiétude des investisseurs actuels, effectivement, cette baisse de 10% pour nous constitue en fait essentiellement une respiration après de très beaux chemins parcourus par la plupart des indices au niveau mondial. Et donc, pour nous, ça constitue une opportunité et pas l'entrée, pour le moment en tout cas, dans un environnement plus baissier. Pierre, merci. Merci Vincent.